Monsieur le ministre. Voilà. Monsieur le Président, la Commission des Affaires étrangères, la Défense du Sénat, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, Monsieur le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, officiers, sous-officiers, aviateurs de la base aérienne 116 Luxeuil-Saint-Sauveur. C'est pour moi un honneur et un bonheur d'être à vos côtés aujourd'hui, sur cette base, aux côtés de nos aviateurs animés d'un professionnalisme, d'une détermination, d'un engagement qui constituent des exemples, bien au-delà de cette base aérienne 116 de Luxeuil. Et on peut ressentir ici, à vos côtés, la force qui se dégage et que vous savez transmettre avec, je le sais, passion et énergie. Et je le dis en pensant aussi à toutes nos bases partout sur le territoire, puisque j'ai eu l'occasion de croiser tout à la fois certains de vos frères d'armes venant d'Orange, Mont-de-Marsan ou Saint-Dizier. Venir sur cette base de Luxeuil, c'est aller aux sources de notre aviation de combat et de notre dissuasion nucléaire. Une histoire où se mêle intimement la défense de notre pays et l'évolution permanente de l'armée de l'air et de l'espace. Je vois ici les couleurs du groupe de chasse Cigogne, les cigognes de fond, Guinemer, de Rose. Cette histoire glorieuse qui a fait l'histoire de votre base, oui, et de l'aviation française. Les racines de l'aviation de chasse, c'était au-dessus de Verdun, et cela naît ici. C'est ici aussi, dès avril 1916, que l'escadrille franco-américaine Lafayette fait ses armes, signe de plus de 100 ans d'une histoire qui résonne tout particulièrement aujourd'hui. C'est ici aussi, dans la profondeur historique de cette base, que s'est jouée l'inscription dans l'OTAN de notre pays et évidemment notre dissuasion nucléaire. Dès 1966, avec nos bombardiers, 4e escadre de chasse, et durant tant de décennies, nos escadrons, nos mirages successifs, jusqu'au mirage 2000N et à l'année 2011. Fierté de l'histoire de cette base qui a été au cœur de la défense de l'espace aérien français, de celle des Alliés et de notre dissuasion nucléaire. Je sais ensuite toute l'inquiétude qu'il y a eu, plus que cela. Je sais ici le combat que beaucoup de vos élus ont mené, et je veux le saluer, pour que cette base alors ne ferme point. Je sais combien vous avez résisté, je sais l'attachement des familles, vos familles et celles de vos aînés à ce territoire. Et vous avez résisté, et la base a été maintenue. Et c'est d'ici aujourd'hui que des Mirage 2000-5 sont partis en Ukraine. C'est ici qu'on permet à des pilotes ukrainiens de défendre leur pays. Les premières missions ont été couronnées de succès. Ce succès est aussi le vôtre et je veux vous remercier pour cette mission si sensible et particulière. Nous continuerons de soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression parce que nous savons, par notre histoire et dans notre géographie, en particulier ici, ce qu'être occupé signifie. C'est d'ici aujourd'hui que les aviateurs de Luxeuil sont engagés pour notre souveraineté. Vous m'en avez présenté les missions à l'instant avec la défense de notre espace aérien au travers des missions de police du ciel, avec aussi toutes vos missions pour la souveraineté de nos alliés de l'OTAN en protégeant les États baltes, pour la protection de nos alliés, comme aussi pour la protection de la République de Djibouti, d'où nos mirages agissent, tout particulièrement pour la liberté de navigation en mer Rouge. Et je sais que nombre d'entre vous, ces dernières années, ont aussi été projetés au Levant et ailleurs, sur des théâtres d'opérations difficiles, où la lutte contre le terrorisme est au cœur de la mission. J'ai tenu à me rendre ici, aujourd'hui, directement au cœur du quotidien de vos opérations pour vous remercier. Et remercier toutes les femmes et les hommes qui contribuent à notre défense.
J'ai surtout tenu à me rendre auprès de vous pour vous annoncer d'importantes décisions pour nos armées dans leur organisation, leur format, leur adaptation, mais également importantes pour ce territoire. Vous le savez, depuis 2017, nous avons voulu rompre avec la réduction des budgets de défense, avec aussi les sous-exécutions des lois de programmation militaire. L'effort qui a été entamé avec la première revue stratégique, puis les 2 lois de programmation militaire, rejoint les grandes heures de l'histoire de notre nation. À travers ces 2 lois de programmation militaire, nous aurons doublé le budget de nos armées. Doublé. Et donc nous n'avons pas attendu ni 2022, ni la bascule qui est en train de s'opérer pour découvrir que le monde dans lequel nous évoluons est de plus en plus dangereux, de plus en plus incertain, et qu'il impliquait d'innover davantage, mais aussi de retrouver de la masse dans certaines catégories, de recouvrer plus d'autonomie dans certaines de nos capacités militaires. Tout cela, nous l'avons commencé, et c'est ce qui me permet de vous dire que l'armée française est à coup sûr l'armée la plus efficace du continent. Oui, la mieux dotée, la plus complète, la mieux entraînée. Mais nous allons poursuivre cet effort. En effet, il était indispensable, il nous a permis de réparer, de moderniser, de nous projeter. Dès les vœux aux armées, il y a quelques semaines, j'ai demandé à notre ministre et au SEMA de pouvoir aller plus loin. Et l'accélération des événements m'a conduit à prendre des décisions supplémentaires qui sont en train d'être instruites. Des travaux précis sont en cours. Et je salue ici l'action du chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, en lien avec le général Jérôme Bélanger, votre chef d'état-major. Et cela sous l'impulsion politique du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Ces travaux me conduiront dans les prochaines semaines à faire des annonces de réengagement, d'investissement pour aller encore plus loin que l'effort entrepris durant ces 7 dernières années. Des premières conclusions s'imposent et je veux ici vous dire que l'armée de l'air et de l'espace bénéficiera de davantage de commandes de Rafale. C'est un impératif dans le contexte actuel. C'est aussi un choix naturel pour intégrer l'effort des aviateurs vis-à-vis de l'Ukraine avec la cession de nos Mirages. Oui, nous allons accroître et accélérer les commandes de Rafale. Mais dans ce cadre, je suis venu vous dire aujourd'hui que non seulement la base aérienne de Luxeuil allait rester pour tous ceux qui avaient un doute sur son avenir, mais qu'elle allait s'accroître de manière inédite et retrouver sa place pleine et entière dans la dissuasion nucléaire française. Je vous annonce que la base aérienne de Luxeuil va bénéficier d'investissements massifs pour accueillir les 2 prochains escadrons de Rafale. Son format va doubler pour atteindre près de 2000 militaires et civils à l'horizon 2035. C'est cela la transformation des 10 ans devant nous. Cet effort de défense va bénéficier à l'ensemble de la région. Outre l'activité de défense, ce sont près de 3000 à 4000 nouveaux habitants, des familles, dont quelques centaines d'enfants qui viendront étudier au sein de vos écoles, dans l'environnement proche de Luxeuil. Et je sais combien vous y tenez et combien les élus ici présents y tiennent. Et je veux les remercier pour leur soutien sans faille à nos aviateurs, nos mécaniciens, nos civils des armées. Pour mettre en œuvre tous ces changements, la base aérienne va connaître une profonde modification de son activité. Les opérations vont progressivement laisser la place à un vaste chantier de modernisation et ce seront près d'1,5 milliard d'euros qui seront investis par l'État pour moderniser et adapter la base aérienne, en particulier ses infrastructures opérationnelles et de vie. Vous le comprenez, par ces travaux, par ce réinvestissement, la vocation nucléaire historique de Luxeuil se poursuivra. Luxeuil sera, à l'horizon de 2035, la première base à accueillir la prochaine version du Rafale et son missile nucléaire hypersonique, figure du renouvellement entamé de la modernisation de notre dissuasion nucléaire. Luxeuil poursuivra ainsi sa longue histoire au service de la mission
qui constituent le cœur de notre défense. Au-delà de ces perspectives positives, je veux ici partager avec vous une conviction. Notre pays et notre continent devront continuer de se défendre, de se doter, de se préparer, si nous voulons éviter la guerre. C'est le choix que nous avons fait, que nous continuerons de faire. La dissuasion est à cet égard une composante historique et essentielle de la défense de la nation. Et c'est une chance pour notre pays. C'est pourquoi nous continuerons de renforcer chacune de ces composantes. J'aurai l'occasion de revenir sur chacun de ces points dans les semaines et les mois qui viennent. Mais ce que je vous annonce aujourd'hui à Luxeuil est une étape importante pour la dissuasion nucléaire française, pour nos armées et évidemment notre armée de l'air et de l'espace. Mais au-delà des capacités, au-delà des investissements, au-delà des équipements, ce qui fait la force de nos armées, ce sont les femmes et les hommes qui la composent. C'est votre expérience acquise sur tous les théâtres d'opération pour défendre notre espace aérien comme ceux de nos alliés ou pour les missions les plus délicates que vous avez pu effectuer dans les derniers mois ou les dernières années. Et c'est cette force d'âme qui compte pour moi plus que tout. Nul ne sait dire ce qui adviendra dans les mois, les années qui viennent. Ce que je veux, c'est que nous soyons prêts. Ce que je veux, c'est que nous soyons protégés. Ce que je sais, c'est que grâce à cette culture de l'engagement, à la force de nos armées, à la force de notre armée de l'air et de l'espace, ensemble, nous saurons faire face. Vive la République, vive la France. Le président Emmanuel Macron qui se montre au cœur de notre dispositif en matière et de dissuasion nucléaire, mais également d'engagement de la France, notre police du ciel, au cœur de l'Alliance, au cœur de l'OTAN. L'OTAN, l'Alliance, plus que jamais menacée par l'élection de Donald Trump et par l'autre personne avec laquelle le président américain d'ailleurs semble discuter en ce moment même, si l'on en croit le Kremlin, mais également Washington. Je veux parler de Vladimir Poutine. Louis Séillant, revenons quand même sur les mots du président. Nous devons nous préparer si nous voulons éviter la guerre. Il en fait trop, le président, ou alors c'est vraiment la situation dans laquelle nous sommes et dans ce cas, il est peut-être le temps de nous réveiller. En fait, il y a pas mal de choses à considérer. Bon, premièrement, je suis pas sûr que... Enfin, certains pays ne sont pas exposés dans cette situation, ça semble évident pour tout le monde. Il y a une profondeur continentale à l'Europe, ce qui fait que les pays les plus en danger aujourd'hui, potentiellement, c'est effectivement la Pologne et tous les pays baltes qui sont quasi directement menacés, la Finlande avec sa longue frontière avec la Russie. Donc il y a quand même un enjeu pour ces pays-là, et on le voit, hein, les budgets de défense en Pologne sont parmi les premiers d'Europe. Après, moi, je voulais juste dire un mot au sujet de la situation de l'Ukraine. Alors, on se pose la question de est-ce que c'est fini ou pas. Ce qu'il faut se souvenir, au vu de l'histoire, c'est quand même l'Ukraine a quand même eu une position de proxy dans ce conflit. C'est-à-dire que c'est un conflit avec des intermédiaires, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a injecté beaucoup de moyens à l'Ukraine pour les aider à se défendre. Ils se sont défendus eux-mêmes, bien sûr. Mais l'essentiel est venu quand même de l'extérieur, l'essentiel des moyens, du renseignement, etc. Et qu'il faut se souvenir que quand un proxy perd son sponsor, généralement son destin est scellé. C'est-à-dire que c'est toujours des fins tragiques. Donc là, vous prévoyez une fin tragique si l'Ukraine perd alors, le sponsor principal ou les sponsors? Parce que le principal, c'est les États-Unis. Et là, ça semble pas très bien engagé. C'est ça. Mais en tout cas, on se souvient de l'issue de l'Afghanistan, du Vietnam, de la Syrie. Tous ces pays-là, quand ils ont perdu le soutien de leur sponsor principal, ça a quand même été un drame. Et donc, c'est potentiellement ce qui nous attend pour l'Ukraine. Vous avez Pardon, mais la comparaison avec l'Afghanistan et le Vietnam me paraît quand même assez tirée par les cheveux. En Afghanistan, vous aviez un gouvernement qui était soutenu par des alliés, mais c'était une guerre civile. C'était une guerre entre Afghans
et il y avait une progression très nette, on le savait, sur le terrain des talibans. Quant au Vietnam, il était divisé entre, d'un côté, un Vietnam du Sud soutenu par les Américains à la fin, et un Vietnam du Nord soutenu par l'URSS de l'époque et la Chine. On est quand même dans une configuration complètement différente. L'Ukraine n'est pas en proie à une guerre civile. L'Ukraine est en lutte face à un agresseur, la Russie, et elle a résisté avec le soutien d'alliés. Mais l'Ukraine en tant que telle, même s'il y a un débat politique, et c'est, je dirais, le mérite de l'Ukraine que d'avoir conservé le débat démocratique dans sa société, l'Ukraine n'est pas un pays en proie à une guerre civile aujourd'hui où le gouvernement serait aux prises avec une rébellion intérieure, comme c'était le cas en Afghanistan. L'Ukraine est un peu dans la situation de la France lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a eu des alliés pour la défendre, et l'Europe, et notamment les Américains. C'est cette situation-là. Alors effectivement, là où vous avez raison, c'est que si l'un des soutiens important pour plus de la moitié se retire, ça met l'armée ukrainienne dans une position extrêmement compliquée, sachant toutefois que depuis 3 ans, les Ukrainiens, grâce aux connaissances qu'ils avaient antérieurement, notamment issues de l'ère soviétique, ont pu développer des missiles, des drones, qui les ont aussi aidés de l'intérieur à se défendre. Alors, on va peut-être penser à nous, si ça vous fait rien, notamment après parce les que là, on est au cœur de la dissuasion, quand même, chef de l'État. Exactement. Et puis, ce n'est pas rien, c'est une base, je vous l'ai dit, où il y a également une tête de pont et une importance en matière de dissuasion nucléaire. C'est ce poids-là que nous portons également au sein de l'OTAN et au sein de l'Alliance. On pourrait rajouter d'ailleurs dans ce contexte où le président a parlé d'efforts, il a parlé de matériel supplémentaire, d'investissement conséquent. Et puis toujours cette phrase, nous devons nous préparer si nous voulons éviter la guerre. Dans ce même contexte et au même moment, à quelques centaines de kilomètres de là, en Allemagne, les députés allemands qui votent certainement quelque chose d'historique, un budget au bazooka, dit le futur chancelier Merz, qui va investir considérablement. C'est cette Europe-là aussi qui prend conscience de ce qui peut lui arriver ou de ce qui lui arrive déjà. Oui, et on a loupé le premier acte de la guerre en Europe, qui était 2014, en fait, avec l'annexion de la Crimée et puis les combats, le début des combats dans le Donbass. Là, on n'a pas voulu voir que cette guerre ne concernait peut-être pas que l'Ukraine et que l'Est de l'Ukraine. Et puis, le deuxième tournant qu'on a un peu loupé quand même, c'est 2022. Parce que là aussi, 2022, on a voulu aider, mais pas trop non plus. Soutenir, mais pas entrer en co-belligérance. Il y avait des lignes rouges de tous les côtés. On y allait sans y aller complètement, parce que là encore, la conscience que ce serait une guerre européenne, elle n'était pas tout à fait là. Puis là, aujourd'hui, la conscience est là. C'est-à-dire que là, on est... C'est reposé sur les Américains. Bien sûr. Donc, se disant, les Américains feront plus, et peut-être on fera des économies. Ça. Mais là, on est à un autre tournant en 2025, c'est-à-dire les négociations. Des négociations qui aboutiront forcément sur un cessez-le-feu, une paix, quelle qu'elle soit. On ne sait pas la forme qu'elle prendra, mais elle aura lieu. Elle sera peut-être totalement au désavantage des Ukrainiens, peut-être à moitié. On verra bien, on ne peut pas trop spéculer. Mais après, il y aura une autre phase. Il y aura un 4e tournant. Celui-là, on ne sait pas trop le situer dans le temps. On sait par contre que Vladimir Poutine, lui, il se donne le temps. Il a peut-être encore 10 ans devant lui au pouvoir au moins. Et donc, il peut tout à fait se préparer. Il va se repréparer. Et puis, ses objectifs stratégiques n'ont pas changé, ne vont pas changer. C'est toute l'Ukraine, c'est la Moldavie, c'est les anciens pays de l'URSS, etc. Et là, aux portes de la Pologne. Et là, Emmanuel Macron, il est dans ce 4e temps. En fait. C'est-à-dire quand on parle d'investissement d'ici 2032, de doublement des effectifs d'ici 2035, l'Allemagne aussi, qui a un horizon 3, 5, 10 ans, eh bien c'est parce qu'on veut être prêt cette fois-ci pour le 4e temps. Pour la prochaine fois. Qui aura lieu à un moment ou un autre, mais dans lequel cette fois-ci les Européens auront un rôle majeur à jouer.